Delphine Gardet est historienne et sociologue, professeure à l'Université de Genève, à l'Institut des études genre. Elle est spécialiste de l'histoire de l'Assemblée nationale, du parlementarisme, de ses procédures et ritualités. Samedi 15 novembre 2025, Delphine Gardet était à la librairie Ombre Blanche à l'occasion de la publication de son ouvrage aux éditions textuelles « Le corps noir de la République, de l'esclave au député 1789-1946 », en dialogue avec Sébastien Roseau, historien moderniste et contemporanéiste à l'Université de Toulouse-Jean Jaurès. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus ce soir pour une rencontre autour du Corps noir de la République, donc un livre publié par Delphine Gardet qu'on remercie chaleureusement d'être venue jusqu'à nous aujourd'hui. Aujourd'hui c'est Sébastien Roseau, maître de conférence en histoire moderne et contemporaine à l'Université Toulouse-Jean Jaurès, qui fera l'animation de la rencontre. On le remercie également. Et juste un petit mot pour vous dire que évidemment le livre est en vente à l'accueil de la salle, donc n'hésitez pas en fin de rencontre à évidemment l'acheter et demander aussi peut-être une dédicace à Delphine Gardet. Voilà, je vous laisse la parole, merci beaucoup. Merci Maxime, merci à vous d'être venu pour cette rencontre avec Delphine Gardet. Moi je suis très content qu'on m'ait proposé d'animer cette rencontre avec vous. Je suis moi aussi historien, mais je travaille pas du tout sur les mêmes sujets, donc j'ai beaucoup appris en lisant ce livre, donc Le corps noir de la République. Avant de lancer la discussion, très rapidement, je présente ma collègue, donc Delphine Gardet, qui est historienne, qui est professeure à l'université de Genève, où tu diriges l'Institut sur le genre, c'est ça ? Plus maintenant. Alors ça, ce n'est plus. Mais tu l'as été. Tu l'as été. Et en tout cas, tu as longtemps travaillé sur les questions de genre, justement, sur la place des femmes, notamment dans le monde du parlementarisme, dans les parlements, et on voit bien du coup le lien avec le livre dont on va parler aujourd'hui, Le corps noir de la République, où en fait il s'agit de s'intéresser à des figures méconnues, assez invisibles de l'histoire, que sont ces premières générations de députés venus des colonies, et parmi eux, en tout cas pour les périodes les plus anciennes, d'anciens esclaves, des métis, libres, des mulâtres, enfin peut-être des catégories sur lesquelles on va revenir ensemble. Peut-être pour lancer la discussion, la première question que je voulais te poser, c'est de nous expliquer comment tu en es venu à t'intéresser spécifiquement à cette question de ces députés des colonies. Qu'est-ce qui a suscité ton intérêt pour ce sujet ? Oui, donc comme tu le disais, en fait, j'ai travaillé... d'abord, j'ai été assistante parlementaire à l'Assemblée nationale quand j'étais très jeune, il y a très longtemps. Et j'avais pu éprouver toute une série de problèmes relatifs à l'ambiance qui régnait dans cet espace. Et puis, des années plus tard, je savais qu'il y avait des choses intéressantes à faire. J'ai décidé de travailler sur les archives administratives de l'Assemblée. Et j'ai donc écrit un livre qui s'appelle « Le linge du Palais Bourbon », qui est une histoire, on pourrait dire, anthropologique, des modalités par lesquelles on constitue une assemblée, comment on la fait vivre, qu'est-ce qu'il faut pour la faire tenir, des gardes suisses, des ouvriers, de l'électricité, du protocole, des rituels. Et je l'ai appelé ce livre « Le linge du Palais Bourbon » parce que, en fait, c'est pas seulement qu'il n'y a pas eu de femmes députées en France, puisque les femmes ont le droit de suffrage très tardivement, comme on le sait, en 1944, et qu'il y a très peu de femmes qui accèdent aux fonctions électives, mais il n'y avait pas non plus de travailleuses à l'Assemblée nationale. C'était vraiment un endroit strictement masculin, enfin très masculin. Et donc, il n'y avait que les lingères. C'est pour ça que je l'appelle le linge du Palais Bourbon. Et à la fin de l'écriture de cette histoire, c'était à un moment où, donc le livre est sorti en 2015, où il y avait par exemple toute une série de débats
Je me souviens de Christiane Taubira défendant le Pax, et où on avait des attaques contre la robe à fleurs de Cécile Duflot. Donc, il y avait toute une série de choses. Et j'avais commencé à réfléchir à cette dimension de ce qu'on pourrait appeler les corps. Alors, le disruptif n'est plus tellement utilisable depuis que certains l'utilisent, mais de ces corps qui ne sont pas à leur place. C'est-à-dire tout le livre essayait de se rendre compte pourquoi, en fait, les femmes ne pouvaient pas être là comme législatrices, comme travailleuses. Tout était fait pour qu'elles ne soient pas à leur place. Et je me suis rendu compte qu'il y avait donc, pourtant, il y avait un écart de 150 ans, en fait, entre les premières femmes législatrices et les premiers hommes non blancs, législateurs, et colonisés, en la personne donc de Bellay, sur la couverture, ou du Martiniquais Jean Viellité, ou d'autres. Et j'ai commencé à réfléchir à cet écart. Qu'est-ce que ça dit de ce que c'est que la République, dans sa définition et sa capacité à accueillir les autres, ce qu'elle définit comme autre, qui elle définit comme autre. Et donc l'esclave est tout entier assimilé dans la citoyenneté jusqu'à la possibilité d'être éligible et de venir donc représenter son territoire et siéger à Paris. Mais donc les femmes, fussent-elles les sœurs, les mères, les filles des législateurs républicains, non. Et j'ai commencé à travailler là-dessus, puis en fait, je me suis retrouvée devant 150 ans d'une histoire qui n'était pas écrite. Je suis partie dans une très longue aventure de 6 années de recherche qui fait que j'ai donc focalisé sur la question de la représentation des colonisés. Sur 150 ans d'histoire de la République française, en fait, avec bien sûr des contre-coups. Il y a des réactions. La République ne fonctionne pas toujours. Oui, parce que donc ton livre, là, il dresse, vous le verrez, un parcours véritablement dans l'histoire de France de longue haleine. On part de la Révolution française. Tu as structuré l'ouvrage en 4 parties qui sont chronologiques, donc c'est assez facile de te suivre jusqu'en 1946. Et peut-être un mot aussi sur l'objet livre lui-même, avant qu'on rentre peut-être plus dans le fond et dans ce que tu nous racontes. Mais je pense que ça fait partie un peu du projet. Vous le devinez un peu au volume et à la qualité de la couverture, mais ça ressemble peut-être plus à un beau livre qu'à un livre d'histoire classique, en ce sens que il y a beaucoup d'illustrations, beaucoup de documents, des archives d'ailleurs qui sont reproduites, soit iconographiques, soit textuelles, qui sont dans le livre et qui jalonnent soit au fil de la narration, soit sous la forme de portraits, de focus sur tel ou tel député, sur tel ou tel groupe, sur tel ou tel événement. Est-ce que dès le départ, tu avais l'ambition de faire cet ouvrage qui, sur la forme, est assez original, ou c'est quelque chose qui s'est construit avec l'éditeur? Je ne sais pas. Enfin, comment ça s'est oui, ça s'est construit avec mon éditrice, Marianne Théry, chez Textuel, puisque j'avais publié déjà 2 fois chez elle, et qu'elle m'a donné sa confiance. Et je leur remercie. Les éditeurs et les éditrices jouent un rôle très important dans les contrats pour pouvoir continuer à avancer, à travailler. C'est savoir qu'on a un texte qui est attendu, c'est quelque chose qui compte beaucoup. Et moi, après, je me suis trouvée avec une difficulté qui était que c'était beaucoup trop comme matière historique de tenir cette narration. Donc je fais un peu un fil narratif où je raconte un peu ce qui se passe dans chaque période, chaque république, puisque je reprends les événements pour chaque république. Et je thématise, et les régions et les territoires concernés sont pas les mêmes à chaque fois. Et le fait de faire ce que on avait appelé au début des encadrés, en fait des focus, et d'avoir des documents sur un personnage, sur une colonie, un territoire, un problème, une notion, ça permet de vraiment donner des éléments détaillés. On peut, du coup, pour la lectrice ou le lecteur, c'est aussi plus facile parce que on n'est pas obligé de lire ligne à ligne. On peut, si on s'intéresse à tel personnage, aller le voir, revenir. Enfin, on peut donc finalement manipuler le livre. Et l'idée aussi était, comme pour l'essentiel, à part ceux de 46, Césaire et Senghor, ces hommes sont des inconnus. Et ces femmes aussi, puisqu'il y aura quelques femmes à la toute fin. Donc l'idée, c'est de rendre visibles les invisibles, comme on l'a fait en Histoire des femmes et du genre, c'est-à-dire de permettre qu'ils accèdent au statut de figure de l'histoire, en fait. Et là, c'est intéressant à la fois de trouver de l'iconographie difficile, mais aussi d'avoir la possibilité de rendre compte de leurs convictions, de ce qu'ils avaient à dire, de leurs mots, de leur prise de position,
finalement qui ils étaient, comment ils se positionnaient politiquement par rapport à leurs congénères, pour lutter pour l'obtention de certains droits, etc. Donc c'est ça un petit peu le format. Oui, on trouve des archives. Vous savez, les historiens travaillent avec des archives, évidemment, de nature très différente. Donc, il y a l'iconographie, peut-être on va en redire un mot, mais il y a aussi des extraits de presse. On voit que la presse est très importante, évidemment, dans cette période du 19e siècle en particulier, où triomphe la civilisation du journal. On voit que la presse joue un rôle très important. Il y a beaucoup d'extraits de discours aussi, dont j'imagine qu'ils sont très bien conservés dans les sources parlementaires. Donc, il y a vraiment une diversité effectivement de sources que tu mobilises. Alors, avant dernière question un peu de cadrage de l'ouvrage, un peu sur le métier de l'historien, de l'historienne ici, tu en fais mention à plusieurs reprises dans l'ouvrage, à plusieurs endroits du livre, à plusieurs moments de la chronologie que tu nous évoques. Il y a un dialogue avec une histoire qui est toujours en mouvement. Hein. L'histoire, il n'y a jamais une histoire achevée, terminée. Elle remet toujours sur le chantier les épisodes du passé, la façon de les percevoir, de les raconter, de les étudier. Et chaque historienne, chaque historien a sa façon de les aborder. Et donc peut-être on peut dire un mot de cela, la façon dont tu t'inscris dans des courants de l'histoire. Je pense en particulier aux études décoloniales, aux études intersectionnelles auxquelles tu fais mention. Tu parles aussi beaucoup de subalternité qui renvoient aux subaltern studies qui sont un peu plus anciennes. Donc, est-ce que je voulais savoir un peu comment si ce livre se positionne un peu dans ces courants historiographiques qui ont beaucoup renouvelé, notamment pour l'histoire des inconnus, l'histoire du peuple, l'histoire des invisibles, la façon de raconter l'histoire. Oui, alors peut-être que j'ai pas une grosse introduction méthodologique, par exemple. Mais tant mieux. Voilà, et je n'arrive peut-être pas encore à affronter complètement mon positionnement. Ce qui m'intéressait, c'était de rendre compte des situations complexes, en fait, auxquelles sont confrontés ces acteurs, ces actrices. Si on prend Bellay, donc le premier là en ouverture de cette histoire, qui appartient à cette députation dite de l'égalité de l'épiderme, donc parce qu'on était dans la société plantationnaire, donc sous la Révolution française, il y avait certes les esclaves qui viennent d'être émancipés en 1780, qui sont émancipés de fait et qui s'émancipent par leur propre insurrection. Et ça va donner lieu à l'abolition de l'esclavage en 1794, le lendemain de l'arrivée justement de la délégation. Mais il y avait aussi donc des colons blancs, descendants de colons, dont certains vont se battre contre les monarchistes et vont être républicains, comme Dufay. Et puis, il y avait cet entre-deux de la société plantationnaire à Saint-Domingue et dans les autres colonies françaises, donc à Saint-Domingue, actuel Haïti, qui sont ce qu'on appelait à l'époque les libres de couleur, c'est-à-dire ceux qui étaient nés libres du fait de la liberté du père, mais qui étaient de couleur parce qu'ils étaient le fruit d'unions légitimes ou illégitimes, consenties ou non consenties, avec des femmes esclaves. Et donc, ces libres de couleur sont un petit peu comme la bourgeoisie dans le tiers-état, c'est-à-dire qu'ils ont en fait des objectifs qui sont à la fois communs et différents des autres, que ce soit des blancs, des colons, qui eux ont le privilège de la blancheur et du statut de la liberté partout où ils sont, et puis des esclaves, et certains sont même possesseurs d'esclaves. On estime qu'à la fin, c'est le cas de Bellay, quelques-uns Bellay, mais par exemple le Martiniquais Jean Vielité, qui est le premier en fait à mettre le pied à la Convention avant Bellay, depuis la Martinique, lui possédait vraiment beaucoup d'esclaves, et il était marié à une femme qui était elle-même une grande qui avait beaucoup de biens en termes de plantation et de nombre d'esclaves. Donc voilà, on a une société colonisée, plantationnaire qui est complexe. Et ces trois-là, on les a appelés les représentants de l'égalité de l'épiderme, donc Dufay, Mills, qui était donc, selon les catégories de l'époque, un mulâtre, un libre de couleur, et Dufay. Ils arrivent à l'issue d'une aventure pas possible, ça leur prend 4 mois parce que... Oui, c'est ça que tu racontes aussi, c'est qu'en fait, ils ont un mal fou, et puis il y en a qui n'y arrivent pas. C'est ça, il y a une délégation qui meurt en chemin, qui sont attaqués par les pirates. En fait, il y a vraiment des conflits
autour de Saint-Domingue entre l'Espagne, les Britanniques qui essayent de faire valoir leurs droits encore vis-à-vis de l'émancipation américaine aussi. Donc il y a un blocus maritime, donc ils sont coincés, c'est une aventure pas possible. Et le parti colonial, ceux qui veulent maintenir l'ordre colonial à Saint-Domingue, parce qu'ils en sont les bénéficiaires par le négoce et la traite, font tout leur possible pour que cette délégation n'arrive jamais à Paris. Et donc voilà, ça ce sont des aventures. Il y a quelque chose de l'ordre du romanesque dans les trajectoires. Et imaginez donc que Bellay, dont on ne sait pas exactement s'il est né ou pas dans la servitude, dans certains écrits et actes, il dit qu'il est né à Gorée au Sénégal et qu'il est donc arrivé à Saint-Domingue à l'âge de 3 ans. Dans d'autres actes, plus tard, on peut penser qu'il était peut-être déjà né d'une mère transplantée à Saint-Domingue. Bon, en tous les cas, il va s'émanciper par le service des armes, le fait qu'il se porte au service des armées révolutionnaires. Et c'est ainsi, donc il gagne la liberté. Et il est donc le premier homme noir issu de l'esclavage qui arrive et met les pieds à la Convention. Et quand ils arrivent, eh bien, pourquoi finalement les aristocrates, la monarchie ne veut pas qu'ils atteignent Paris? C'est parce qu'en se présentant à la Convention, si la Convention reconnaît leur mandat, le fait qu'ils sont les députés de Saint-Domingue, elle reconnaît l'abolition de l'esclavage qui a eu lieu du fait de l'insurrection des esclaves à Saint-Domingue. Et c'est ce qui va avoir lieu. Donc on a des aventures humaines exceptionnelles, des histoires à l'échelle d'une vie, de transformation de statut. Bon, Bellay va mourir en prison, avec le rétablissement de l'esclavage par Napoléon Ier, évidemment, tout ça va être balayé. Et tous ces hommes et femmes qui ont été émancipés vont retourner dans la condition servile. Et les libres de couleur qui avaient acquis des droits juste avant les esclaves, vont eux aussi perdre tous leurs droits, en fait. Leurs droits à la personnalité civile, mais aussi leurs droits politiques, de citoyenneté. Donc on voit les enjeux. Ce qu'on va voir effectivement, c'est que cette histoire de la représentation des Noirs et des colonisés dans le Parlement en France, c'est une histoire faite de brusques avancées, j'ai l'impression, comme tu viens de nous le raconter dans le contexte de la Révolution française, et puis de terribles reculs ou retours en arrière. Et cela, on va le voir avec plusieurs vagues au fil du temps. Mais peut-être on reste un petit peu sur ce moment révolutionnaire qui est vraiment intéressant. À un moment, et ça c'est ça qui est très intéressant aussi dans ton livre, c'est qu'on voit comment évolue en fait aussi l'histoire coloniale de la France. Puisque là, c'est effectivement le XVIIIe siècle, le cœur palpitant de l'Empire français, c'est pas encore véritablement l'Afrique, ni même l'Asie avec l'Indochine, c'est la Caraïbe, parce que c'est là que les richesses se font, c'est là que, à l'exemple des Espagnols avant eux ou des Portugais ailleurs au Brésil, eh bien, l'économie de plantation a fait la fortune de ces Français qui se sont installés dans plusieurs îles, et notamment, effectivement, sur l'île de Saint-Domingue, où arrivent, tu donnes les chiffres, alors je ne les ai plus en tête, mais ce sont des centaines de milliers d'esclaves qui arrivent, et la révolte de Saint-Domingue, qui s'inscrit dans l'histoire de Bellay, dont il est question ici, c'est une révolte qui aboutit à l'indépendance, vous savez, et qui va générer une peur terrible, que cet épisode d'une insurrection noire puisse se reproduire quelque part ailleurs dans le monde, là où il y a des esclaves. Alors, peut-être on dit un mot de ce portrait, parce que donc c'est ça qui est intéressant, c'est aussi le dialogue avec l'iconographie et ce très beau portrait. Alors je sais pas du tout où est-ce qu'il est exposé et conservé. Je pense que je crois qu'il est à Versailles. D'accord. La collection du château de Versailles, en fait. Et on peut le voir. Je ne sais pas. Ouais, on ne sait pas. Ouais. Et ce portrait, alors tu dis que c'est la première fois qu'on dresse ce portrait d'un député noir de façon très élogieuse a priori, dans une posture qui le met donc en confrontation avec l'abbé de Rênal, qui est une figure importante dans la dénonciation de l'esclavagisme. Il est en tenue
de représentation, j'imagine une tenue un peu officielle. Enfin, oui, il a le costume des conventionnels, voilà. Exactement, avec cette belle écharpe tricolore. Mais il y a un travail de pastelisation, on pourrait dire, qui a été fait par Girodet, qui est un élève de David, donc qui appartient vraiment à la peinture, enfin, une forme de classicisme. Mais non seulement, donc c'est évidemment la première représentation d'un législateur noir, puisqu'il y a un événement qui n'existe, à l'échelle de l'ensemble du monde, qui est unique en France. Et il n'y a pas d'équivalent dans les autres empires. Alors peut-être, j'attends que les collègues racontent la même histoire pour l'Empire britannique, pour d'autres, pour les Pays-Bas. Mais au fond, c'est vraiment un petit peu la spécificité française d'avoir ce modèle républicain qui, dans ses principes les plus beaux, on pourrait dire, se propose comme promesse d'élever, en fait, à la citoyenneté et à la représentation territoriale et des sujets, à la législation, à la députation, des hommes qui, le jour d'avant, étaient placés, n'avaient pas de personnalité juridique, étaient des biens meubles. Enfin, voilà, donc on a quelque chose dans la foi émancipatrice qui est tout à fait singulier et propre à l'histoire républicaine française et les relations avec son empire. Mais c'est aussi le premier portrait en pied d'un homme noir, donc dans l'histoire de l'art. Donc, on a une double première. Donc, c'est sûr que le portrait, du coup, a été très étudié, très disséqué. Bon. Mais ce que tu dis aussi, c'est que c'est un portrait que certains interprètent comme plus ambigu ou peut-être moins, on va dire, standardisé qu'il ne pourrait y paraître. Enfin, c'est-à-dire que ça reprend... Voilà, il y a le problème un petit peu de l'érotique, du déhanché, et du sexe de Bellay dans la culotte de peau. Bon, il y a un petit peu d'exotisme et d'érotisation de l'autre, de l'homme d'ailleurs, qui est présent ici, donc qui a pu être... Bon, il reste aussi qu'il y a donc l'anneau de Bellay qui rappelle la condition servile, l'anneau à l'oreille, qui est un signe. Mais bon, bien sûr, on peut le dire, d'autres historiennes de l'art ont montré que, en fait, Girodet a fait aussi un portrait de Chateaubriand, je crois. Qui mentionne. Voilà, et qui est un portrait... qui n'est pas à la faveur de Chateaubriand, disons, et elle montre que peut-être que Bellay, lui, incarne une virilité, en fait, plus forte que celle d'un Chateaubriand, par exemple. Donc, ça peut être donc requalifié, si vous voulez, Bellay comme soldat, comme milicien, comme citoyen, comme insurgé, voilà. Donc, bon, on laisse, on peut... Ce qui me semble important, c'est de pas conclure, enfin, c'est-à-dire... Bon, il y a des choses sur lesquelles on peut conclure, mais c'est de laisser ouverte finalement la complexité autant des situations que des interprétations et de travailler avec. Je crois que c'est important parce que on apprend plus de choses, on se pose plus de questions en fait, si on laisse un peu ouvertes les interprétations et la complexité des personnages et des situations dans lesquelles ils vivent. Donc on peut avancer un peu dans le temps. Je ne sais pas si on aura le temps de tout évoquer, mais évoquer comme ça quelques moments importants. Donc il y a ce moment révolutionnaire dont on voit qu'il est fondamental, mais qu'il s'effondre finalement assez vite avec le retour de la monarchie en France. Sur ce moment de la monarchie qui est aussi le moment d'un basculement vers l'Afrique aussi, parce qu'on perd donc ce qui était la perle de la Caraïbe, Saint-Domingue, et donc on se tourne, vous savez, la prise d'Alger qui va marquer le début de cette conquête désormais tournée vers plutôt l'Afrique, même si on garde certaines îles dans les Caraïbes, bien entendu, la Martinique, la Guadeloupe en particulier. C'est aussi le moment où la monarchie finalement concède l'indépendance à Haïti, mais à un prix d'or. Vous savez probablement l'histoire de la dette. Tu y reviens dans l'ouvrage. Mais finalement, voilà, sur le plan de ces représentations et cette présence de députés des colonies, il ne se passe plus rien jusqu'au Printemps des peuples, jusqu'à 1848, où là, tu racontes, peut-être on peut évoquer quand même ce moment finalement essentiel, c'est la deuxième abolition de l'esclavage, dont tu dis qu'elle n'était pas si évidente et qu'elle s'est faite très rapidement, en fait, à partir du moment où l'Assemblée constituante est convoquée, quoi. Oui, en fait, dans un texte, Aimé Césaire dit qu'il pense qu'il y a eu quelque chose de l'ordre de la conjonction
miraculeuse, mais bien sûr, il y avait la détermination de Victor Schœlcher. On est quand même dans les années 30, sous la monarchie de Juillet, avec Louis-Philippe et puis avec tous ces protestants là qui sont il y a pas mal d'abolitionnistes qui sont au gouvernement de la monarchie de Juillet, mais ils obtiennent pas grand-chose. Il y a sans arrêt, on essaye d'abolir, enfin de modérer la traite, d'arrêter la traite dans un premier temps, puis l'esclavage. Enfin, donc la monarchie parlementaire essaye certains acteurs en son sein, de faire avancer cette cause de l'émancipation, mais ça n'aboutit pas. Et Schœlcher joue un rôle déterminant, évidemment, avec Arago, qui est donc ministre de l'exécutif en 48, qui est président, je ne sais pas comment on l'appelle d'ailleurs à ce moment-là. Et il dit non, il ne faut pas attendre qu'on réunisse l'Assemblée constituante, qui donc serait cette nouvelle souveraineté issue du suffrage universel, qui représenterait et fonderait notre nouvelle République, parce que c'est trop dangereux, parce qu'il faut aller plus vite. Et finalement, il prononce, avec Arago, par décret, l'abolition avant de réunir l'Assemblée constituante qui doit fonder la nouvelle République. Et c'est en effet quelque chose qui est... donc Césaire dit c'est un miracle, parce que peut-être que cette Assemblée constituante n'aurait pas voté l'abolition de l'esclavage. Et donc concrètement, ce qui se passe quand même, qui a été étudié par des collègues, ce qui est complètement fou, c'est que pour pouvoir permettre que donc, les hommes anciens esclaves vote, comme un paysan du Berry ou un boutiquier de Toulouse qui n'avait pas le droit de vote avant, il va falloir en fait établir les listes d'état civil de l'ensemble de ces populations qui n'avaient pas de personnalité civile, et donc on va les inscrire très rapidement sur des registres d'état civil et passer du registre d'état civil et de l'état civil au droit, à la citoyenneté pour les hommes, bien sûr, pas pour les femmes et les enfants, qui sont donc aussi émancipés dans ce mouvement. Et donc, il y a des discussions entre deux personnalités, par exemple Périnon je trouve plus le nom du deuxième, mais ça va revenir, pour Papi, parce qu'ils sont des acteurs en Martinique, en Guadeloupe, et puis se disent, mais est-ce qu'on a vraiment raison d'attribuer des noms comme ça n'importe comment à tous ces hommes qui n'avaient pas de nom, qui avaient des noms d'usage, mais qui n'avaient pas de nom d'identité, puisqu'ils n'étaient pas avec une personnalité propre. L'un dit, il faudrait qu'on élabore, et l'autre dit, c'est pas grave, on va prendre tous ces noms, ces faux noms, parce qu'il faut qu'on établisse les listes au plus vite, parce qu'on doit leur permettre de voter. Voilà. Et donc, on voit qu'il y a des discussions, et on voit donc qu'il y a une élite, déjà, d'hommes, qui prend des positions et joue un rôle en Martinique et au Guadeloupe au niveau local, et puis donc de nouveau des députés qui vont être élus, des députés donc issus de l'esclavage, comme Louisy Mathieu, qui est élu sur la liste de Schœlcher et qui vient à Paris proclamer il n'y a plus de couleur, dire nous avons, donc voilà, c'est la deuxième émancipation, et il dit par ma présence, je manifeste la promesse révolutionnaire de l'abolition de l'inégalité de l'épiderme, qui était la thématique par laquelle on thématisait ces questions sous la Révolution. Sauf que là aussi, même pire, si j'ose dire, que pendant la Révolution française, ça va plus vite. Oui. Les choses s'interrompent à peine commencées, si j'ose dire, puisque suite au coup d'État et à l'arrivée au pouvoir bientôt de celui qui sera donc Napoléon III, comme son aîné, il va finalement revenir sur tout cela, instaurer, vous savez, donc le Second Empire, qui est un régime impérial et autoritaire et impérialiste, et qui met un terme à ce principe de la représentation des colonies. C'est-à-dire qu'on retombe dans un schéma en fait très vertical, très autoritaire. Tu me dis si je me trompe, mais je crois que c'est bien cela, où finalement les colonies sont gérées par décret, et puis c'est un ordre juridique à part. Enfin, on est dans un régime un peu d'exceptionnalité par rapport au cœur de l'Empire. Et donc là, la représentation disparaît pour plusieurs années à nouveau, quoi. Sans que le débat ou la discussion, en tout cas, ne se poursuive pour autant sur la question de la place de ces colonisés, puisque cet empire colonial s'étend aussi sous Napoléon III.
Du coup, on en arrive à la troisième partie de l'ouvrage, qui est, si je veux dire, le gros morceau, puisque là, effectivement, la question de la représentation va s'installer un peu plus sur le long terme, hein, et du coup, les cas que tu as étudiés sont plus nombreux, qui est la Troisième République, hein, qui met en place, hein, et j'ai retenu cette expression qui m'a parlé, je me suis dit, il faut que je la retienne, elle va m'être utile aussi pour penser mes affaires à moi, qui met en place ce que tu appelles un double standard, hein, puisque c'est une république, hein, après la défaite face à la Prusse, hein, vous le savez, et la Commune de Paris s'installe une république, d'abord un peu balbutiante, un peu fragile, et puis bon, qui se stabilise, hein, au cours des années 70, et qui à aucun moment ne tourne le dos à l'expérience coloniale qu'avait pratiquée Napoléon III. C'est au contraire, hein, qui va intensifier, accélérer le mouvement en faveur de l'expansion de cet empire colonial, tout en étant une république, hein, composée de citoyens. Et donc voilà, s'instaure, hein, ce double régime où va se poser à nouveau du coup la question de la présence, hein, de députés venus de ces colonies, et où on voit, tu le décris très bien, émerger un discours raciste, disons-le, hein, qui s'inquiète, hein, de la possible multiplication de ces députés indigènes de couleur noire qui viendraient en quelque sorte s'installer, hein, sur les bancs du Parlement et voilà, remettre en cause en quelque sorte une hégémonie blanche qui ne disait pas son nom, mais qui était de fait une réalité. Oui, c'est ça. En fait, il y a parce qu'il y a deux questions. En fait, il y a la question des droits des sujets. En fait, est-ce que les sujets acquièrent des droits et quels sujets acquièrent des droits, voilà. Et puis il y a la question des droits, enfin de la représentation des territoires, parce que quand on parle de citoyenneté, on s'intéresse surtout à la question des sujets. Donc, comment des sujets deviennent des citoyens ou des citoyennes. Mais quand on parle de circonscription, enfin de députation, on a une double question qui est d'abord celle des sujets. Et puis ensuite, celle des territoires colonisés dont on peut faire une circonscription, ou qui peuvent être considérés comme tels. Et en fait, dans ces deux dimensions, la dimension des personnes et la dimension des territoires, on voit que la Troisième République va se spécialiser dans la dérogation à la norme, dans le cas par cas, dans le spécifique, en fait. Et au fond, donc, ce qui avait été acquis par ce qu'on pourrait appeler les colonies à plantation, enfin, à esclaves, les anciennes colonies des plantations, les deux émancipations est conservé sous la Troisième République. Et donc, le premier empire colonial français, donc celle qu'on appelle les vieilles colonies, qui étaient déjà des colonies sous la monarchie avant que les révolutionnaires ne les n'arrivent, se voit donc pleinement reconduite dans tous leurs droits. Il y a des circonscriptions, et il y a des sujets masculins qui accèdent à tous les droits, hein, dont celui d'être éligible. Donc Martinique, Guyane, Guadeloupe, Réunion vont être placés dans ce monde-là. Et puis, on pourra peut-être en reparler un petit peu, on pourra parler du Sénégal ensuite, des 4 communes du Sénégal. Mais toutes les nouvelles conquêtes que la République fait à la fin du XIXe siècle, puisque cette République devient une République coloniale, qui conquiert des territoires immenses, l'Afrique occidentale française, équatoriale française, après le Second Empire, l'Algérie définie comme terre de peuplement, ensuite toute la péninsule indo-chinoise. Donc là, on ne va pas étendre ni les droits individuels, ni de la même façon la possibilité de créer des circonscriptions et des représentations. Et donc, pour l'essentiel, pendant 70 ans, les seuls députés colonisés de France sont les députés des vieilles colonies. Donc, se crée une première élite antillaise, puis afro-antillaise, avec la représentation qui est accordée aux 4 communes du Sénégal. Et donc, puis plusieurs Sénégalais qui viennent. Et ce sont les seuls, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, ce sont les seuls qui sont à la fois donc, récipiendaires de droits à titre individuel, mais aussi représentés comme territoire à Paris. Pour les autres, par exemple, si on prend l'Algérie, c'est quand même incroyable, puisque l'Algérie, ce sont des départements, hein. Donc normalement,
comme l'Aube, comme, je sais pas, comme l'Isère, comme, etc. Et la Gironde. Et pourtant, ne sont représentés à Paris que, dans ces départements, que les colons, que les Blancs, que les Européens. Donc, puisqu'on va inventer pour l'Algérie cette bifurcation, c'est-à-dire ce double statut, il y a ceux qui sont dotés de droits et qui sont pleinement, donc, les Blancs transportant leurs droits dans l'Empire. Donc les Blancs, les colons, pas seulement les Français, puisqu'il y a beaucoup d'Européens qui viennent d'Espagne, d'Italie, donc en Algérie, ils ont un statut, ils sont électeurs, éligibles, et ils peuvent se présenter. Et il y a des députés algériens, mais algériens européens à Paris. Et en revanche, l'ensemble de ceux qu'on peut définir, qui vont être définis comme indigènes, puisqu'on invente pour l'Algérie la notion d'indigénat, donc ce statut subalterne du point de vue des droits politiques, pénaux, personnels, n'ont aucune forme de capacité à être ni citoyen, ni représenté. Évidemment, c'est l'essentiel de la population, arabes, berbères, musulmans. Et comme vous le savez sans doute, dans un premier temps, les Juifs d'Algérie sont des indigènes, puis ils sont émancipés par le décret Crémieux collectivement, s'ils renoncent, à condition de renoncer à leur statut personnel et aux droits mosaïques, et ils deviennent pleinement citoyens. Ils sont donc élevés dans la pleine citoyenneté. Donc on a, du point de vue de la question de race ou de racisme, ce qui est compliqué, c'est qu'on a certes des effets, on pourrait dire, de différence d'appréciation des populations qui se constituent, c'est-à-dire qu'il y a un racisme anti-arabe qui devient très clair, mais au fond, les statuts, le rapport à la religion, ce qui est défini comme étant de l'ordre de la coutume ou de l'inassimilabilité personnelle, joue un rôle très important pour légitimer les pratiques coloniales. Donc ça va être quelque chose qu'on retrouve. Alors, il y a plein d'autres raisons pour lesquelles on colonise l'Algérie. On attend des bénéfices en termes de richesse. Il y a toute une dimension de peuplement. Donc, il y a beaucoup d'enjeux commerciaux, économiques, politiques. Mais au fond, on va justifier cette dérogation aux principes républicains, alors qu'on a des départements. Donc, on n'a pas des colonies. On a des départements qui devraient donc être dans les sujets. Et les personnes qui y vivent devraient être assimilées pleinement dans la communauté des semblables, en fait, que veut le principe républicain. Eh bien, donc, on va justifier cette mise à l'écart au nom de la coutume, de la religion, des mœurs, donc des dimensions proprement personnelles et subalternes des modes de vie des populations colonisées. Mais avec cette idée aussi, puisque vous le savez, une des justifications de tout cela, mais tu l'as dit, c'est l'idée de civiliser des peuples qui n'auraient pas encore accédé aux degrés les plus élevés de la civilisation que pensaient incarner ces élites républicaines françaises. Et du coup, ça nourrit justement, peut-être on peut y revenir un instant, parce que c'est quand même très intéressant, cette idée de l'assimilation, d'un processus d'assimilation, mais qui, tu l'expliques très bien, doit, par la force des choses, puisqu'on commence avec des peuples qui sont réputés très loin de la civilisation, qui doit être graduel. Donc il y a cette idée, c'est un peu ce mythe-là, en quelque sorte, qui va structurer et justifier l'injustifiable, qui est de dire, bon, un jour peut-être ils accéderont à une pleine citoyenneté, ils seront français avec tous les droits citoyens qui vont avec, mais cela suppose de laisser passer, de laisser faire le temps pour leur permettre d'accéder à ce haut degré de civilisation, d'être assimilés, et une fois assimilés, de pouvoir accéder à tous les droits. Il y a un peu cette fable, en quelque sorte, sauf qu'évidemment, derrière, quand on regarde la politique scolaire ou les politiques inclusives, peu d'efforts sont faits pour que cela advienne. Je crois que c'est un peu ça l'idée, quoi. On pourrait dire, je sais pas, c'est cette idée, mais finalement, après, des fois, on passe donc beaucoup de temps dans sa vie à écrire un livre, on écrit beaucoup de pages et de mots, et c'est après coup que les choses apparaissent plus clairement. Là, il m'est apparu plus clairement, il n'y a pas très longtemps, mais peut-être qu'en fait, c'est complètement idiot et que d'autres collègues l'ont déjà vu et que ça m'est apparu à moi maintenant, mais que je n'avais pas réussi à le thématiser bien, que
ce qui est quand même fondamental sous la Révolution française et 48, c'est qu'il y a une conviction qu'on peut assimiler politiquement, en fait. C'est-à-dire, l'assimilation, c'est une notion juridique ou politique. C'est-à-dire, vous avez un statut, vous l'avez pas, vous êtes libre, vous êtes libre ou vous êtes esclave, et donc, en vous faisant entrer en octroyant, en vous émancipant, on vous donne tous les droits de la personnalité civile et politique, et on ne discute pas plus avant, on ne regarde pas qui vous êtes, si vous êtes syncrétique, quelles sont vos mœurs, voilà. Donc il y a quelque chose de l'ordre d'une radicalité jusqu'à Schœlcher, on pourrait dire, et cette conviction qui sans doute renvoie à une certaine conviction humaniste qui existe de façon très minoritaire, mais qui existe parmi certains de ces acteurs sous la Révolution et sous la Seconde République en 48. Elle va disparaître ensuite. Parce que, bien sûr, qu'il y a des éléments réalistes. On ne peut pas, de façon réaliste, absorber dans une communauté nationale l'ensemble de ces populations qui sont des chiffres considérables. C'est-à-dire que le rapport entre ce qui est défini comme l'hexagone et la métropole, et puis les territoires et les populations colonisées, il y a un risque d'inversion. On a peur d'ingéniser la France ou de noircir la République. Et donc, on va entrer dans une thématique d'une acquisition des traits civilisationnels, et donc plutôt, on est dans une notion de l'assimilation culturelle. Et donc, ce qui caractérise toute cette période jusqu'à aujourd'hui, à mon avis, c'est l'idée qu'il y a des populations non assimilables parce que leurs traits culturels, leurs dimensions de coutume ne peuvent pas être reconnus et ne peuvent pas être rayés, absorbés par la communauté nationale. Et donc là, il y a vraiment une Est-ce que cela est dit comme tel, par exemple, sur la Troisième République, parce que ça irait à l'encontre de la logique de civilisation qui justifie a priori le fait de coloniser? C'est-à-dire que la Troisième République, elle est obligée de produire un droit colonial énorme pour expliquer... c'est ça qui est fou, c'est qu'il y a une production d'un droit colonial et de juristes spécialisés dans le droit colonial pour expliquer ce qu'ils font, donc toutes les dérogations, toutes les spécificités. Et donc là, il y a vraiment... par exemple, on va essayer de faire basculer les Sénégalais du côté de l'Algérie. Parce qu'au Sénégal, on avait 4 communes qui sont Saint-Louis, Gorée, Rufisque et Dakar, qui ont eu des droits spécifiques, en fait, et qui ont pu envoyer en 48 un député. Voilà. Et ces communes correspondent aux comptoirs qui correspondent aux comptoirs de traite. Il y a toute la présence portugaise, il y a toutes ces lignées de matriarches, les signares. Et il y a donc plein de familles qui, au fond, sont issues de toutes ces fusions et de ces rencontres entre toutes ces populations. Donc, on dit que ce sont des civilités urbaines, ce sont des mondes urbains, et qu'il y a beaucoup de syncrétisme. Et là, ils acquièrent donc des droits qui sont les droits des originaires des 4 communes. Et ce qui va se poser comme problème, c'est quand on va faire la conquête de l'AOF, c'est la République va dire, alors certes, les originaires ont des droits, on en a discuté sous la Révolution, on n'a pas trop donné, mais finalement, en 48, on a donné, donc il faut qu'on reprenne, parce qu'à chaque fois, ils reprennent ce qui a été donné d'une République à l'autre, par fidélité à la République de leurs anciens maîtres. Mais quand même, là, si tout le Sénégal, la Sénégambie, tout ça... Puis il y a plein de musulmans, et puis ils sont paysans, ils n'ont pas les mêmes civilités, donc on ne peut pas leur donner. Donc il va y avoir des tentatives de faire perdre les droits politiques et de citoyenneté et la députation des originaires, pour les mettre sur la même ligne que l'Algérie, que l'Indochine, que l'AEF, que l'ensemble de tous les autres territoires conquis sous la Troisième République. C'est-à-dire de leur faire perdre finalement ce qu'ils avaient comme caractéristiques spécifiques, qui était d'être reconnus dans le droit d'avoir des droits coutumiers, ce qu'on appelle le statut personnel, c'est-à-dire qu'ils ne reconnaissaient pas, par exemple, le code civil, tout en étant citoyens, pleinement citoyens, et en pouvant envoyer des députés. Et donc, d'ailleurs, dans cette histoire, au début de l'histoire de la Troisième République, c'est surtout des métis qui appartiennent aux familles un petit peu intermédiaires, mais plutôt un supérieur de la société sénégalaise, qui envoie donc des députés à la Chambre des députés à Paris, Carpeaux, après, voilà, par exemple. Et puis,
à un moment donné, il y a le mouvement jeune sénégalais et il y a une revendication d'affirmation noire et sénégalaise. Et là, c'est Blaise Diagne, qui est connu pour le rôle qu'il joue pendant la Première Guerre mondiale, puisque c'est lui qui va lever toutes les forces, une partie des forces noires à la demande de Clémenceau. Diagne vient et dit « Je serai, moi », donc il est en fait... il a travaillé dans les douanes et il circule partout dans l'Empire comme fonctionnaire des douanes dans l'Empire colonial. Et donc, il a appris plein de choses, il connaît beaucoup de situations. Et il dit, je vais me faire élire. Et enfin, nous aurons un Africain noir député à la Chambre. Et c'est ce qui se passe. Il est élu en non sans créer un certain scandale. Oui. Enfin, c'est ce que tu racontes. C'est-à-dire, personne ne pense qu'un Africain noir pourrait être élu. Parce que la société, justement, sénégalaise a toute une hiérarchie de l'épiderme aussi. Il y a beaucoup de gens qui ont des statuts sociaux élevés. Lui, c'est qu'un petit fonctionnaire de l'Empire. Bon. Et puis, en fait, il va être soutenu par certaines confréries musulmanes. Il va être soutenu par ces jeunes qui sont des jeunes qui veulent avoir une affirmation identitaire, comme il y a le mouvement en Algérie. Enfin, il y a donc des mouvements d'affirmation, on pourrait dire, des premières affirmations identitaires coloniales, enfin décoloniales plutôt. Et donc, il va être à la rencontre de tous ces mouvements et hop. Et puis il a un phrasé pas possible, il parle super bien. Et puis il dit, donc avec moi, vous avez tout. Vous avez quelqu'un qui peut vous défendre à Paris parce que je parle extrêmement bien le français. Je suis passée par toute l'école, j'ai fait toutes les écoles, j'ai beaucoup voyagé, je connais la condition de tout le monde. Et alors, il vante aussi son mariage avec une métropolitaine. J'ai des enfants qui sont métis, donc je sais ce que c'est qu'être métis, mais je suis noire. Plus noire de sang que moi, il n'existe pas. Et donc, je peux, en moi, vous apporter tous les bénéfices par mon incarnation des revendications qui doivent être les vôtres à Paris. Voilà. Et il se fait élire comme ça, et réélire, et il part ainsi. Alors, mais il n'est pas pour autant encore, lui, de ces générations anticoloniales. C'est-à-dire qu'il défend, au contraire, ce principe assimilationniste dont on parlait tout à l'heure, en défendant la légitimité et l'égalité de la race noire vis-à-vis des autres. Alors, tu me disais, avant qu'on commence cette discussion, qu'il était très connu, et je dois confier que je ne le connaissais pas, ce Diagne, avant de te lire. Mais effectivement, tu t'en as dit un mot, peut-être on peut y revenir. C'est un personnage qui, dans la Troisième République, au moment de la Grande Guerre, va jouer un rôle majeur dans la mobilisation des tirailleurs, des soldats venus des colonies, parce qu'il va être un peu le grand organisateur, je crois, de ce mouvement-là. Oui, donc en fait, Diagne, là aussi, Diagne est un peu... Il y a Bellé qui est vraiment unique au monde en son temps, enfin voilà, mais Diagne, dans le concert, en pleine Première Guerre mondiale, c'est le seul homme noir au monde qui ait autant de pouvoir, en fait. Il est envoyé par Clémenceau pour aller donc recruter en Afrique occidentale et un peu plus des hommes pour servir pendant la Première Guerre mondiale. Et donc, il est reçu avec tous les honneurs. Alors que généralement les gouverneurs qui sont quand même qui sont blancs, qui sont souvent racistes, le regardent d'un très mauvais œil. Comme il est l'émissaire de Clémenceau et qu'on est en pleine guerre, ils doivent donc organiser toute une série de fêtes, de festivités, donc déplier le tapis rouge. Et puis donc là, Diagne rentre en discussion avec les chefs de communautés locales, tribales, ou tous ceux qui ont la possibilité de trouver les hommes qu'ils vont trouver selon des conditions qu'on ne sait pas exactement, d'autres historiens ont travaillé, mais qui sont peut-être un petit peu aux marges du cœur de leur propre tribu ou société, qui sont prélevés pour aller donc servir en Europe. Voilà. Et donc cette grande campagne de recrutement, elle va être bien sûr reprochée à Diagne. Lui, pourquoi il fait ça ? Parce que lui, il croit que la conscription, l'impôt du sang, dans l'histoire de la République française, c'est ça qui donne l'égalité totale et définitive. Et donc, c'est là qu'on voit quand même que c'est toujours une histoire masculine, c'est-à-dire la citoyenneté et les traits masculins de la citoyenneté sont tout au long de cette histoire présents. Et donc, l'idée de l'impôt du sang comme condition et résolution
à la question de la différence ou de la subalternité, c'est son pari. Et il est donc persuadé qu'ainsi, il pourrait donc élever l'ensemble de ses concitoyens à une citoyenneté, donc au-delà des 4 communes, à une citoyenneté totale. Bon. Ce qui ne va pas se produire, sauf pour les anciens combattants, bien sûr, qui vont avoir des droits que les autres n'auront pas. Mais en fait, Gratien Candace, qui est le député de la Guadeloupe, qui est un petit peu aussi installé que Diane dans les institutions parlementaires à Paris, à la même époque, fait le même pari. Il demande un droit de conscription des hommes antillais, qui n'existait pas parce que quand même, on a un petit peu peur de confier des armes aux colonisés, n'est-ce pas? Parce qu'il y a de mauvaises expériences ou de bonnes expériences. Et donc, lui aussi, il milite pour la conscription de façon à finalement, par le service des armes, à assurer la pérennité des droits politiques de ces colonies et de ces hommes dans ces colonies. Et pour finir sur Diagne, ce que je ne savais pas non plus, c'est qu'il a accédé quand même à de hautes responsabilités. Il est devenu secrétaire d'État aux colonies, c'est ça, hein? Oui. Et du coup, à ce titre, il a participé à l'organisation de cette grande fête coloniale ou colonialiste, hein, qui a été l'exposition coloniale de Vincennes, hein, en 1931, qui, je ne sais plus les chiffres en tête, mais ce sont des millions de Français, hein, qui sont venus visiter cette exposition coloniale. Donc là aussi, hein, et c'est intéressant dans le livre, hein, c'est quelque chose que je voulais souligner, parce que je trouve que c'est vraiment une qualité, c'est que, bon, il ne s'agit pas d'idéaliser ces personnages, ils sont complexes, ils sont compromis. Tu le mentionnes d'ailleurs que certains, hein, puisqu'ils sont députés au moment où la Seconde Guerre mondiale se déclenche, certains vont voter, hein, pour quelques-uns les pleins pouvoirs à Pétain. Enfin, vous voyez, donc c'est une histoire qui n'est pas sans ambiguïté, sans compromission, etc., que tu livres là. Donc peut-être avant de laisser un peu la parole au public, voir s'il y a quelques questions, peut-être on peut arriver au dernier moment de l'ouvrage, puisque il se clôt avec 1946, et donc il s'agit d'évoquer là évidemment la Seconde Guerre mondiale et puis le régime de Vichy. Tu mentionnes quelque chose que j'ignorais, puisqu'on vient de parler des tirailleurs venus d'Afrique, hein, c'est que je ne le savais pas, mais au moment où la France perd la guerre, hein, en 1940, eh bien les soldats allemands vont exécuter par revanche, hein, c'est ça. Moi, je ne le savais pas. Pour se venger de la Première Guerre mondiale, quelques milliers de soldats tirailleurs, hein, vraiment avec l'idée de venger l'histoire, quoi. Alors j'avoue que c'est un épisode que j'ignore. C'est un historien des Pays-Bas qui l'a étudié en premier. Je trouve plus son nom là maintenant, mais en fait c'est vrai que ça a été étudié tardivement par l'historiographie française, hein. Ça c'est venu souvent sur ces sujets quand même. Nos collègues américains ou des collègues de l'extérieur ont fait le travail, ou font déplacer des choses pas toujours qui n'étaient pas regardées par l'historiographie française. En fait. Maintenant ça change, on a de nouvelles générations. Bon, alors, donc il y a le moment de la Seconde Guerre mondiale où tu expliques que c'est là aussi à nouveau un retour de bâton, hein, puisque quand bien même les avancées étaient limitées, hein, on l'a vu sous la Troisième République, là il y a un vrai recul, c'est une logique très autoritaire, très répressive, hein, qui est mise en œuvre dans un contexte par ailleurs très difficile, hein, puisque les liaisons sont quand même très compliquées entre la France métropolitaine pendant la guerre et ses colonies. Et puis arrive la fin de la guerre, et c'est là-dessus que se termine l'ouvrage, un moment d'espoir, d'ouverture à nouveau entre la question du suffrage féminin, hein, qui enfin, si j'ose dire, émerge plus fortement dans le débat public, cette question de l'égalité de genre, et puisque cela fait dans les colonies, on va voir un moment de l'immédiat après-guerre et des élections législatives qui ont lieu pour la constituante arriver, hein, des députés, une nouvelle génération de députés venus des colonies, et aussi de femmes, hein. Il y a notamment Eugénie Eboué, hein, qui est élue pour la Guadeloupe en 1945. Et tout cela se fait quand même sur un fond de répression coloniale qui reste néanmoins
la norme. Tu évoques les massacres de Sétif, qui sont bien connus, mais aussi d'autres massacres au Madagascar, avec à chaque fois des dizaines de milliers de morts. Et puis voilà, toujours cette logique assimilationniste dont on peine à sortir et qui peine à faire émerger, puisqu'on le sait, il faudra attendre encore plusieurs années, voire décennies, pour que l'empire colonial se démantèle, mais qui peine à faire émerger cette idée d'une république égale et unique entre la métropole et la colonie. Donc on retrouve là quelque chose, et peut-être on peut l'évoquer ensemble pour terminer, ce fait que ces moments de fondation de République sont des moments d'espoir, d'avancée, mais qui sont souvent contrariés. Et à nouveau, là, on voit bien comment l'espoir incarné par aussi Aimé Césaire ou Senghor, etc., peine à quand même se concrétiser. Oui, par exemple, Senghor joue un rôle très important avec Monnerville, député de la Guyane, dans l'élaboration de la première constitution de 1945. Et ils ont beaucoup d'imagination politique. Ils sont toujours croyants dans l'Empire et dans la République française. C'est-à-dire, ils sont des croyants dans la République. Et donc, ils essaient d'instaurer, en fait, un système constitutionnel qui soit plus favorable aux colonisés, en particulier avec plus de pouvoir au Parlement, aux assemblées locales, avec un rapport, donc une idée d'union et un rapport au centre qui serait plus lâche, avec plus de droits. Et puis évidemment, Senghor et d'autres députés du Sénégal vont essayer de défendre le suffrage direct, le fait qu'un homme, une voix, un homme, une femme, une voix, et non pas parce qu'il y a tout un système qui a été mis en place de collèges électoraux qui en fait minorent les populations colonisées, même si donc certains sont élus, mais dans des rapports de proportion complètement ridicules par rapport à la taille de la population. Donc il y a plein d'idées, plein d'utopies, mécanismes constitutionnels, idées à défendre. Et cette constitution de 45, qui est très marquée par ces députés des colonies, elle est rejetée par le peuple français. Et celle de 46, qui est donc celle qui fonde la 4e République, est beaucoup moins favorable aux droits territoriaux des colonies françaises et aux droits des sujets au sein de ces colonies. Et on voit, évidemment, je m'arrête là, parce que sinon le livre est trop gros peut-être, mais on voit que, bon là on rentre dans l'histoire de la décolonisation, et on voit que, en revanche, arrive toute une série en 45 de nouveaux députés, parce que c'est au niveau des territoires que les hommes de la libération ont voulu essayer de faire un effort. Et donc, il y a des tas de territoires de l'AOF et de l'EAF qui sont représentés. Et donc, on a une douzaine de députés africains qui viennent de différents territoires de l'Afrique coloniale française, au-delà du seul Sénégal. Et puis, pour la première fois aussi de l'histoire de France, dans un système de double collège qui permet de bien contrôler quand même qui sont ces personnes qui ont le droit de vote et qui sont élues, les dits évolués, on a aussi une dizaine de députés algériens, arabes et musulmans qui rentrent au Parlement. Donc on a quand même une transformation très importante au plan symbolique qu'on a oublié, qu'on a un petit peu oublié, et ces hommes vont siéger et donc ils vont se trouver pris dans cette histoire entre des transformations nationalistes, indépendantistes plus fortes qui s'affirment, suivant leur prise de position d'un côté, et puis le respect ou la foi dans les institutions impériales qui vont devenir l'Union française. Donc par exemple, Félix Houphouët-Boigny est député aussi en France à cette période, elle sera pendant toute la 4e. Donc en fait, on a ces hommes qui vont être les artisans des indépendances, et les nouveaux cadres comme Apiti, toute une série pour les Africains, des nouvelles nations indépendantes, qui sont à ce moment-là les jeunes générations qui sont encore dans les institutions parlementaires françaises. Et qui donc, et ça, là, c'est encore une aventure qu'il faudrait raconter. C'est assez intéressant à reconsidérer, à reprendre. Voilà. Ils sont dans des situations paradoxales, comme le sont les Antillais, bien sûr, qui vont obtenir en 46, et c'est pour ça que ça se termine en 46, la départementalisation, qui est un petit peu la lutte, l'accomplissement de la promesse républicaine, qui est l'assimilation politique des territoires. Parce que pendant toute cette histoire, même si on avait des citoyens, même si on avait des députés,
Le député, par exemple, je ne sais pas, si on prend Diagne, quand il travaille à Paris, à la Chambre des députés, il vote des lois qui ne s'appliquent jamais aux hommes et aux femmes de sa circonscription. C'est-à-dire que toutes les colonies sont régies par des lois particulières qui dérogent à la loi générale. Et donc, ce que les Antillais demandent, c'est la fin de la promesse churchérienne, c'est-à-dire ils demandent l'assimilation politique de leur territoire, l'intégration de leur territoire dans le territoire républicain de la nation. C'est ce qui va se produire avec la départementalisation. Et ils écrivent tous en ce sens. C'est eux qui vont écrire le texte. Donc Césaire, Moner. Pour les vieilles colonies uniquement. Pour les vieilles colonies, voilà. On ne peut pas le faire. On peut pas le faire pour les autres colonies qui n'ont pas du tout pris le même itinéraire et dont il est impossible de proposer, même s'il y a des solidarités, dont je parle beaucoup dans le livre. Il y a plein de solidarités, mais il y a aussi des divergences d'intérêts. Et du coup, c'est pour ça que ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on raconte l'histoire de la colonie, du colonialisme en France, on parle, je me rappelle même dans les manuels du secondaire, du lobby colonial, de la force de ce lobby, parce qu'il est puissant, etc. Mais on voit bien qu'en face, du coup, chez ces députés venus des colonies, il n'y a pas de front uni, en fait, parce qu'ils sont la représentation de la très grande diversité ou même hétérogénéité de ces mondes coloniaux, et que certains croient, comme tu l'as très bien expliqué, dans l'assimilation et dans les vertus de la République, et que rares sont encore à cette époque-là ceux qui vont dénoncer, comme le fait Aimé Césaire, ce modèle. Chine, en fait, il n'y a que les Indochinois, les communistes. Voilà. Il y a quand même des solidarités au sein dans la franc-maçonnerie. Parce qu'ils ont ils se retrouvent en faisant tout dans l'Empire, notamment tous ceux qui sont dans l'administration de l'Empire. En fait, la franc-maçonnerie a un espace d'échange et de sociabilité. Et puis, la Ligue des droits de l'homme, qui est créée en 1898, a une section avec des indigènes, enfin ceux qui se disent indigènes et qui luttent pour les droits des indigènes. Ensuite, il y aura la LICA, qui va devenir plus tard la LICRA, qui se constitue. Mais en fait, c'est très... Et donc, puis il y a ce mouvement panafricain qui est important après la Première Guerre mondiale. Mais le patriotisme l'emporte chez ces hommes, ces députés, sur le panafricanisme. Voilà. Donc là, il y a des alliances afro-antillaises, mais aussi au-delà de l'espace colonial français, avec les Américains, avec les Caraïbéens. Il y a toute une série de revues et d'affirmations qui vont aussi se reprendre comme mouvement culturel avec la négritude dans les années 30, avant que Césaire... Donc, Césaire et Senghor sont d'abord engagés culturellement, on pourrait dire, comme intellectuels et comme littéraires, avant de devenir des députés 10 ans plus tard. Bon, vous voyez, on est allé à peu près au bout de la chronologie, et vous avez eu un aperçu de l'ouvrage. On a encore un peu de temps s'il y a des questions ou des choses qui ne vous ont pas paru aussi évidentes que cela. On peut prendre quelques minutes si vous avez des questions. Merci beaucoup pour votre savoir. Parce que moi, à mon âge, j'ai cru connaître des choses. Finalement, je ne connais pas grand-chose. Et il y a une question qui me taraude jusqu'à aujourd'hui. Je viens de faire 80 ans. C'est la question du racisme. Je ne l'ai pas compris. Quand c'est un racisme d'épiderme, comme vous avez dit, c'est des couleurs. Alors que moi, je viens d'Afrique du Nord, je connais le racisme et je suis blanc. J'aimerais bien comprendre si c'est la République qui est raciste ou c'est la population française qui est raciste, car les Français ne sont pas racistes comme ça par nature. Je pense que la République a instauré quelque chose qui a faussé la personnalité des Français. C'est une question difficile, je ne sais pas exactement comment y répondre. Oui. Donc, en fait, en histoire, on essaye de après, ça aide pas grand-chose, mais on essaye de distinguer entre ce qui va être le racisme au sens contemporain, qui est plutôt le racisme dit scientifique, c'est-à-dire qui considère que les personnes ont de fait de traits, on va dire, biologiques, ont des compétences et un rôle moindre à jouer et doivent être dominés pour cette raison. On considère généralement que c'est quelque chose qui se développe plutôt avec l'anthropologie, avec toute une série de sciences géographiques, etc., à la fin du 19e, et donc que ça va vraiment se retrouver dans des théories raciales ou racialistes
qui légitime l'infériorité raciale des personnes. Et donc là, il peut y avoir des républicains ou qui adhèrent ou ça, mais des conservateurs, des monarchies, ça dépend. Mais c'est vrai que donc les historiens se disputent pour savoir s'il y a vraiment des théories racistes au sens où on l'entend plus tard, par exemple sous la Révolution française. Alors là, ils se disputent beaucoup. Alors certains pensent qu'il n'est que question de statut juridique et que au fond, certains disent si on change de statut, on obtient tous les droits. Donc vous voyez comme elle est belle cette République. Voilà. Bon, mais en fait, c'est un peu plus compliqué parce que quand on regarde concrètement, il y a des traits de la couleur de la peau. Donc on parle à ce moment-là justement, c'est les mots des hommes et des femmes de cette époque. Cette notion de l'égalité de l'épiderme vise à dire que la promesse, ceux qui croient dans la promesse humaniste ou qui pensent qu'on peut abolir cette inégalité. Et ils y croient très fondamentalement. Mais en phase 2, il y a des planteurs, il y a des colons, il y a des négociants, il y a des gens qui trafiquent les esclaves, il y a des tas de gens qui, eux, ne se posent absolument pas ces questions, qui n'ont que des intérêts bien compris et qui justifient toute chose et tout état. Donc, vous voyez, donc du coup, ça dépend de qui on parle et à quel moment. Mais c'est vrai que le fait de plutôt attribuer, de faire fonctionner la race du point de vue de traits biologiques ou phénotypiques, ça c'est quelque chose qui arrive plus à la fin du 19e siècle. Ça veut pas dire que ces sociétés coloniales n'étaient pas organisées auparavant sur des hiérarchies dans lesquelles les traits épidermiques jouaient un rôle, puisqu'on sait qu'à Saint-Domingue ou dans les réputations au sein de la société plantationnaire, évidemment, on cultive la blancheur, on fait des unions pour essayer d'obtenir, de se rehausser en blancheur pour se réélever socialement. Donc on voit bien que le phénotype et la blancheur jouent un rôle dans la hiérarchie, à l'évidence. Mais en même temps, on peut basculer d'un statut à l'autre indépendamment de la couleur, finalement. Donc c'est complexe. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Oui, c'est complexe. Et quand on prend la question, par exemple, du racisme anti-musulman, par exemple, là aussi, on voit que si on regarde cette science, c'est complexe, puisque d'une certaine façon, on accorde aux Sénégalais musulmans des droits qu'on va essayer de remettre en cause, qu'on n'accordera jamais aux Arabes. Mais donc là, effectivement, on a changé de contexte. On est sans doute dans un contexte bien plus raciste, racialiste, discriminant quant aux mœurs sous la troisième. C'est peut-être ça qui se produit. Puis par ailleurs, c'est une conquête où on exproprie les terres, où on détruit... où on essaye on imagine qu'on a un espace vide alors qu'il est rempli. Donc on a quand même une idéologie qui va justifier toutes ces exactions, cette répression qui est atroce qui se produit en Algérie. Eh bien, merci beaucoup. Sébastien, tu veux ajouter un mot? Non? Merci beaucoup. Merci et bonne soirée. Le livre est à l'accueil si vous souhaitez le consulter. Merci beaucoup, bonne soirée. La rencontre que vous venez d'écouter a été enregistrée à la librairie Ombre Blanche samedi 15 novembre 2025. Il s'agissait de l'historienne et sociologue Delphine Gardet autour de la parution de son ouvrage « Le corps noir de la République, de l'esclave au député 1789-1946, édition textuelle ». Delphine Gardet a aussi publié, entre autres, Le linge du Palais Bourbon, corps, matérialité et genre du politique à l'ère démocratique, aux éditions Le Bordelot en 2015. Réalisation et mise en onde Radio en partenariat avec Radio Plus et Radio Terre.